À force d'investir en France, les membres de la team rentable ont acquis une expérience déterminante qui leur permet maintenant d'étendre leurs opérations à l'international. Voici leur histoire. Allez, c'est parti, je suis en route pour aller retrouver Eric. Moi, ce que je retiens finalement de la première émission et du marché ici aux États-Unis, c'est que bien que très différent du marché français, forcément, on n'est pas sur les mêmes règles, on n'est pas sur les mêmes lois, on n'est pas sur la même fiscalité. Bien que très différent finalement, les fondamentaux restent les mêmes et notamment l'emplacement. Les fondamentaux au niveau de l'emplacement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le centre-ville dans la vie, on s'intéresse aussi au bassin de population, au bassin d'emploi, etc. Donc ça, c'est le premier point intéressant que je retiens. Le deuxième, c'est que finalement ici, on vient simplifier les choses. On a beaucoup moins peur des impayés, puisqu'ils sont quasiment inexistants. On a un mois de loyer d'avance, un mois de caution, le dernier mois de loyer d'avance, plus un contrat, enfin un bail qui fait vraiment office de contrat sur 12 mois ferme avec des gens, avec un système de notation, etc. Donc vraiment, ça c'est un vrai bon point pour les États-Unis pour moi. Dans cette émission, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller gratter plus profondément avec Eric sur toutes les notions de cash flow. On l'a vu, c'est important, la rentabilité. Des fois, il faut faire des concessions sur la rentabilité pour avoir la possibilité de faire une plus-value future. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller gratter. Est-ce qu'on peut avoir du cash flow ou pas quand même, maintenant et pas dans 20 ans? Ok, c'est bien d'avoir une rentabilité future à la revente, mais est-ce qu'on peut ici arriver quand même à avoir du cash flow? Comment ça marche avec les banques? Est-ce qu'on peut emprunter facilement en tant que Français? Oui, non. Est-ce qu'il faut faire des apports? Tout ça, je vais gratter vraiment avec Eric. Et aussi, est-ce qu'on peut enchaîner? Parce que en France, on le voit, on le sait, on peut enchaîner assez facilement, bien que y ait des choses à faire et à connaître. Est-ce qu'ici, aussi facilement, entre guillemets, on peut enchaîner, on peut se constituer rapidement un patrimoine? Connaissant le pays, je pense que c'est peut-être plus facile. Donc voilà, on va vraiment gratter tout ça avec Eric. Je vais le retrouver tout de suite. Et puis, viens avec moi. C'est parti. Salut Eric. À nouveau, ça me fait plaisir de te revoir. Content de te retrouver. Ça va super bien, écoute. Ok, on n'a pas le même soleil que la dernière fois. On n'a pas le même soleil, mais on fera avec. Ok, ça va. Il fait déjà plus chaud qu'en France, donc moi ça me va. Ok, parfait. Tu vois, moi je suis resté un peu frileux, donc… T'es habitué au temps d'ici. Ouais. Bon, on y est alors? Alors, cette communauté, c'est une communauté qu'on a beaucoup aimée. Elle se trouve à Fort Lauderdale, Ouais. comme tu as pu le constater. On est près des centres de commerce, près des universités. C'est une communauté famille. Ok. Donc les gens sont au travail, il y a peu de voitures, des gens. Oui, il y a assez peu de monde, ouais. Et tu as le clubhouse qui est là, Ok. qui est fermé à l'heure où je te parle, dans lequel tu as une piscine, avec Piscine. une salle de gym, des activités sociales, ce qu'on Ok. appelle une social room ici. Donc Avec ici, plein tu as d'activités qui sont vraiment organisées. des communautés avec des services en plus. Piscine, Alors, salle de sport. Absolument. Tu as une cuisine, tu peux aussi faire organiser un anniversaire, un mariage, des fiançailles, Ok. une fête religieuse, peu importe. Ok. Et voilà. Et ça marche parfaitement bien. Une activité sociale, c'est très très courant aux États-Unis. Ouais. Donc il y a un clubhouse en général dans beaucoup de communautés. Ok. Donc ça c'est important à faire remarquer. Tu as aussi 2 cours de tennis ici. Cours de tennis, ok. Tu as un petit peu plus loin, ça peut sembler drôle pour les Français, mais un endroit où tu peux laver ta voiture parce que tu ne laves pas ta voiture sur ta place de parking. Un aspirateur disponible, etc. etc. Ouais, donc tout est là. Tu as un local à poubelle parce que tu ne mets pas tes poubelles n'importe où. Derrière, tu as toute l'organisation de la communauté parce qu'il y a des propres employés qui travaillent dans la communauté, qui nettoient l'entretien, le jardinier, etc., etc. Donc tu vois, c'est pas mal. C'est une communauté famille avec Ok. beaucoup de femmes, d'enfants qui habitent ici. Alors moi, tu me dis tout ça, ok, mais niveau charge, ça doit être cher quand même, non? Alors, dans cette communauté, il vient de vendre un bien à une Ouais. cliente italienne.
Dans cette communauté, on est en dessous de 300 $ de charges mensuelles. Donc c'est quand même très bas. On va chercher des communautés avec des charges raisonnables parce que c'est vrai que ça mange une bonne partie de la rentabilité. Eh oui. Tu as 300 $ sur combien de loyers à peu près? Alors je crois que le loyer doit être de 1450 $. 1400. Ok. Donc ça reste quand même entre guillemets raisonnable par rapport à ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Pour un prix d'achat? Je crois qu'elle a dû payer quelque part entre 160 et 165 000 $. Ok. Oui, donc c'est encore une rentabilité qui est correcte. Oui, absolument. Avec un potentiel, j'imagine, en plus d'amélioration intéressant ici. Alors, le marché locatif est booming ici parce qu'il y a une très forte demande locative. Ça, c'est un produit en général qu'on va pouvoir le louer, je pense, quelque part entre 1 semaine et 3 semaines maximum. Il y a une forte demande. Ok. Donc oui, il y a une grosse possibilité d'appréciation au niveau du loyer Ouais. qui va rester stable, même en cas de crise. Par exemple, durant la crise des subprimes, les loyers n'ont pas baissé, même si les prix des biens ont baissé. Ouais, Donc ça, sont c'est une pas partie corrélés, importante. ouais. Ça, c'est toujours intéressant. Voilà. Et une possibilité d'appréciation importante aussi parce qu'on est dans une très bonne localisation ici à Fort Lauderdale. Ok, on fait le tour? Allez, on y va. Allez. Je voulais aussi te poser des questions sur... alors les produits, c'est vrai que les produits que tu me montres sont intéressants. Les rentabilités sont bien, mais pas folles par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Alors ce que j'ai l'habitude de voir, en cherchant, je te rassure, parce que le marché en France, tu le connais comme moi, les rentabilités de base, c'est 4-5%. Et ça devient intéressant, je dirais, pour des investisseurs à partir de 9-10 où on commence à parler. Ici, on le trouve aussi. On trouve un peu moins, on trouve un peu plus. En effet, on a aussi un beau potentiel d'amélioration et de plus-value à la sortie, ce qu'il faut aussi prendre en compte. Il n'y a pas que la rentabilité. Ma question, ça serait surtout, à condition donc, que je trouve des rentabilités, comme par exemple ici, voire même un peu mieux, est-ce que je suis capable, aux États-Unis, d'avoir du cash flow? Est-ce que je suis capable de tous les mois de gagner de l'argent sur mon prêt? Est-ce que ma mensualité de prêt va être inférieure à mes loyers? Alors, je vais te répondre. Et c'est un cas d'école pour nous parce qu'on le fait régulièrement. Ok. Tu as des clients qui investissent dans un premier bien, quelque part entre 100 et 180 000 $, peu importe, et qui au bout de 6 mois vont refinancer le bien. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas remprunter sur un nouveau bien, mais ils vont refinancer sur le bien qu'ils ont acquis. Donc la banque va poser une hypothèque sur ce bien, Ok. et la banque va lui libérer du cash. La banque se moque complètement de ce que va faire le client avec cet argent. Le client va réinvestir cet argent dans l'immobilier en rajoutant peut-être un peu de cash qu'il a accumulé pendant les 6 premiers mois, les 8 premiers mois ou la première année. Ok. Et il va pouvoir se payer un second bien qui va s'autofinancer. Le refinancement, c'est quelque chose de très courant ici aux États-Unis. Donc si je comprends bien, tu achètes le premier cash et la banque te le refinance ensuite. Exactement. Ok. Et elle te donne l'argent, t'en fais ce que t'en veux. Exactement. Ça, Tu veux acheter un bateau, tu t'achètes un Ouais, bateau. ça, c'est avec. encore, Voilà. c'est encore un truc typique aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on ne te demande pas de compte finalement. Non, mais on est en train de refinancer. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça peut être facile de refinancer à partir du moment où la banque a un bien libre de toute hypothèque sur lequel elle peut se poser. Ok. Elle ne va même pas te demander tes revenus. Elle s'en moque complètement. Pas de revenus, pas de fiche de Elle paye. s- Et ça, tu es en train de changer ma vie. Alors, c'est complètement normal parce qu'autant on se fait pas de soucis sur le locataire. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on peut l'évicter Oui. en 3 semaines. Oui. Mais à la banque, c'est la même chose. Si tu ne payes pas ton crédit, On peut te saisir. entre 3 et 6 mois, le bien t'appartient plus. Ok. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué pour une banque. ouais. Donc les banques sont moins inquiètes. Le problème de la crise des subprimes était un problème complètement différent. Ce sont des banques qui ont fait des prêts, justement, au-delà des 100%, Oui. 105%, 110% à des personnes qui n'étaient pas solvables. Ouais, ils Ce ont qui n'arrive empilé plus les- aujourd'hui. Aujourd'hui, elles prêtent du 70, 80%. Donc elles sont couvertes. Parce qu'en 3 mois, 6 mois, elles récupèrent le bien. Ok. Donc si je te suis bien, l'idée pour un investisseur comme moi ou un investisseur français qui veut se créer du patrimoine aux États-Unis, c'est de payer le premier cash, Absolument. de faire refinancer avec cet argent, d'en acheter un deuxième et ainsi de suite. Après, c'est parti. Exactement. Alors attention, on fait refinancer entre 60 et 70% de la valeur du bien. D'accord. Donc, si ton premier investissement, c'est un investissement de 100 000 $, ça va être compliqué de refinancer parce que trouver des banques qui acceptent de faire des prêts de 60 ou 70 000 $, c'est compliqué. Ok. Donc si on veut refinancer, il faut mettre un petit peu plus sur la table. Il faut acheter un bien, par exemple, proche des 200 000 $. Et là, aucun souci. Premier à 200 000, hop, tu refinances dans les 150 Exactement. et ainsi de suite. Exactement. D'accord, ok. Et là, à ce moment-là, tu as du cash flow, en effet, que tu peux thésauriser pour te faire un apport aussi sur tes... Absolument. D'accord. Donc, je dirais qu'en tant que Français, on est sur du long terme, clairement. Ou du court terme, c'est le marché
explose à la hausse. Il y a aussi ce dont tu m'as parlé précédemment, cette histoire de plus-value exonérée. Alors, si c'est tu pas es une en plus-value déficit, exonérée. si tu es en déficit, Oui. Parce C'est que ça la plus-value n'est pas exonérée. la plus-value n'est pas exonérée. Mais si tu es en déficit, tu impactes ce déficit sur ta Absolument, plus-value. absolument. Donc ça, c'est magnifique. Moi, je me dis, moi qui ai l'habitude de faire des travaux et faire des travaux pour être justement en déficit, je me dis finalement c'est la même chose. Tu es en déficit, boum, tu impactes sur ta plus-value. Et même si tu n'y arrives pas à impacter sur ta plus-value, tu n'es qu'à 20%. Donc ça, c'est quand même beau. Les sociétés de cautionnement, ça n'existe pas ici. On ne les utilise pas. On les utilise On pas. n'en a pas besoin. Ouais, pas besoin. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose qui peut bloquer la banque. Est-ce qu'elle étudie quand même ta solvabilité au bout d'un moment pour prendre la décision? Alors, en fait, la banque va demander aux non-résidents, aux Français par exemple, Ouais. une simple lettre de leur banquier précisant que leur compte tourne normalement. Peut-être un justificatif de carte de crédit ou de prêt, comme quoi les mensualités sont payées normalement. Elle peut demander les différentes déclarations de taxes françaises, donc les déclarations Ok. d'impôts français, Ok. mais elle n'ira pas au-delà. D'accord. Après, elle va poser son hypothèque sur le bien. En fait, la banque va devoir, tu sais qu'il y a un système de crédit score qui existe aux États-Unis. Oui, on va ah oui. noter la façon dont va se comporter une personne en face d'une facture à payer. Si elle paye ses factures en retard, elle aura une mauvaise note, c'est pas plus compliqué que ça. Et si elle paye ses factures on time, elle aura une bonne note, d'accord? Donc la banque va chercher à attribuer un crédit score virtuel Mhm. aux Français qui va demander un emprunt. Oui, parce qu'elle n'a pas l'historique. Exactement. Ok. Et est-ce que, une fois que la banque a l'historique, elle va t'attribuer un crédit score aussi et ça va influer sur les prochains? Alors, Parce que tu absolument. ouvres un compte aux États-Unis finalement. Absolument. D'accord. Et on a parlé de montage en société. Est-ce qu'on applique le crédit score à l'associé, enfin au président de la société, ou est-ce qu'on l'applique à la société? Ou il y a les deux? Non. Alors, non, absolument pas. Il n'y a pas de cotation Banque de France des sociétés. d'accord. Ça n'existe pas. Il y a la cotation du dirigeant. D'accord. Entre guillemets, donc c'est le crédit score qui prend la relève. Donc, si le dirigeant a un mauvais crédit score, la société aura automatiquement un mauvais crédit score. Mais l'inverse ne peut pas arriver, parce qu'on ne cote pas une société. Ça me semble intéressant. Ça me semble intéressant. Pour l'emprunt en tout cas. Maintenant, effectivement, si l'investisseur a un mauvais comportement avec sa société, n'a pas payé son électricité ou l'a payé en retard, etc., il peut y avoir des traces dans les records. Mais il n'y a pas de cotation pour les sociétés. Ok, d'accord. Et du coup, je fais encore le parallèle avec la France. On n'assure pas les prêts? Non. Pas d'assurance de prêt? Non. Ça coûte cher en France. Oui, on n'a pas besoin d'assurer le prêt parce que si jamais il y a un décès, ou si encore une fois la personne n'a pas les moyens de payer pour X raisons, la banque récupère le bien. Ok. C'est une autre façon de... Alors un point très important à noter, Oui, vas-y. ici on emprunte à tout âge. C'est-à-dire que si un monsieur de 95 ans Ouais. demande à une banque un prêt sur 30 ans, la banque va le lui accorder. Parce qu'elle est toujours sûre de récupérer le bien. Parce C'est qu'elle est toujours toujours pareil. sur le récupérer. Ok. Il y a un autre truc dont j'avais entendu parler, c'est l'hypothèque rechargeable. C'est-à-dire que si par exemple, j'achète aujourd'hui, je te dis des chiffres au hasard, un bien à 100 000 $. Dans un an, il est réévalué, il vaut 130 000. Donc j'ai un delta de 30 000. Est-ce que la banque peut me reprêter sur ce delta? Absolument, oui. Beaucoup d'investisseurs font ça. C'est-à-dire que la valeur des... Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont acheté des biens durant la crise des subprimes, Ouais. Pas cher. qui ont emprunté une première fois et qui ont emprunté une deuxième fois, voire une troisième fois. Grâce à Et l'appréciation. je connais des Français qui ont vécu en refinançant 2-3 fois ici. Donc c'est un système qui est difficile parce qu'au bout du compte, après, le bien est hypothéqué de la totalité de sa valeur, voire même durant la crise des subprimes, au-delà de sa valeur. Ok. Donc il faut utiliser cet outil avec beaucoup d'attention. Mais ça T'augmentes ton fonctionne. risque. Voilà. T'augmentes Ça ton fonctionne. risque. D'accord. J'imagine que commençant à comprendre un peu comment marchent les États-Unis, il est hors de question d'avoir un retard sur tes échéances à la banque. J'imagine que ça va très vite. Il y a un système qui se met en place très très vite. Ok. Donc vraiment, il faut quand même avoir de l'argent de côté, pas tout mettre dans la bataille, thésauriser. Il faut être très prudent. C'est un pays dans lequel il faut rester liquide. Tu vois, par exemple, tu as des voitures, on le voit aux voitures, ce n'est pas des voitures haut de gamme, Ouais. ce sont des voitures qui sont souvent leasées, donc, non pas un crédit, mais on loue la voiture. On loue, ouais. Sur chaque voiture, il y a un GPS. Si le leasing n'est pas payé pendant
je dirais peut-être 3 semaines, 4 semaines, ils viennent avec une grue, ils te prennent la voiture. Tout est plus efficace. Et ça n'arrive pas en France. Ouais, ok. Ça arrive ici. Ouais, On sait où est la voiture, il ne paye pas, on vient lui prendre vient sa la voiture. chercher. Ben, c'est un peu la même chose. D'accord. Donc il faut être très prudent. Ok. Il faut être très prudent, mais en échange, je me place du point de vue de l'investisseur chevronné qui veut se diversifier, parce que j'imagine que dans le profil de tes clients et des gens que tu accompagnes, c'est un peu ça. C'est peut-être les gens qui ont déjà du recul dans l'immobilier et qui se disent « Ok, j'ai fait en France, je vais me diversifier ». Ou alors des gens qui ont beaucoup de patrimoine. Et je me dis que ces gens-là, théoriquement, ont ce recul-là et cette intelligence-là d'être sécure, c'est-à-dire de dire ok, je vais là, mais je reste liquide. Et moi j'appelle ça un an d'esprit tranquille. Je dis toujours il faut garder, tu sais, 1 an de loyer de côté pour être tranquille. C'est vrai, mais ça c'est typiquement français. Parce que certains Américains vivent beaucoup, je dirais pas au mois, mais même souvent à la semaine. Ouais. Parce qu'ici on est payé à la semaine. Ah oui, tu es payé à la semaine. Ouais. Voilà. Donc oui, c'est vrai, l'investisseur prudent doit garder, et c'est ce que je conseille à mes investisseurs qui refinancent, gardez une année, ne refinancez pas avant d'avoir une année de loyer d'avance, d'avoir perçu une année de loyer d'avance. Parce qu'il peut se passer des choses, parce qu'il peut y avoir un spécial assessment, un ascenseur qui casse dans un building, de l'argent à sortir, ou alors des travaux à faire dans un appartement, etc. Donc voilà, une année de loyer d'avance avant de refinancer, et c'est ce qu'il faut garder, je pense, à mon sens, en liquidité, avant de réemprunter sur son bien une fois ou 2 fois. Tu parles des special assessments, donc vraiment c'est les travaux imprévus de la copro, hein, si je comprends bien. Oui. En France, tu sais, par exemple, il y a un ascenseur qui casse, on va voter. On va dire ok, ou pas, c'est pas le bon exemple parce que ça c'est une urgence, donc ça va pas être pareil. Mais disons, on doit refaire la toiture ou la façade, on va voter. Est-ce qu'ici il y a un système de vote? C'est exactement le même principe. Un Il y a un système système de de vote. vote, les propriétaires se réunissent 1 ou 2 fois par an. Ok, Il peut y avoir une réunion extraordinaire s'il y a une décision rapide à prendre, et les propriétaires vont voter de la même façon. ok. Au niveau de leur tantième dans la Absolument, copropriété. absolument. Ouais, Le c'est principe comment est exactement le même. Ok. Bon, mais c'est pas mal. Voilà, ouais, tu vois. Les fondamentaux sont les mêmes, Les fondamentaux les sont les chiffres mêmes. sont bons. Mais encore une fois, le fonctionnement n'est pas du tout le même. Il faut tout réapprendre du début. En tout cas, c'est une belle copro. Moi, j'utilise les mots français. Alors, c'est une copropriété, encore une fois. Ce n'est pas une copropriété luxueuse. Elle peut paraître luxueuse, mais c'est une propriété gardée, réputée à Fort Lauderdale, dans laquelle les familles ont plaisir à venir vivre, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut autour. D'abord, on n'est pas loin de la mer, Ouais. on n'est pas loin des centres de commerce, on n'est pas loin des universités, des hôpitaux, de Fort Lauderdale pour ceux qui vont travailler à Fort Lauderdale, qui est une ville qui bouge beaucoup, avec tous ses satellites. Ok. Il y a beaucoup de cases de cocher pour un investisseur dans cette communauté ou dans des communautés de ce type. Super. Tu m'avais parlé, j'ai une dernière question. Tu m'avais parlé, tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup moins d'aides qu'en France, on le sait. En France, tu as les APL, tu as la Sécu, tu as plein d'aides. Ici, il y en a beaucoup moins. Et tu m'avais parlé rapidement de Section 8, c'est ça? Alors oui. Donc ça, c'est les aides pour les loyers? Alors effectivement, aux États-Unis, pour pouvoir louer dans une communauté comme ça, par exemple, Ouais. tu dois avoir un crédit score qui tienne la route. Au moins 600, 650 points. C'est sur Sinon, le 1000? locataire, 800 points. C'est sur 800. Sinon, le locataire ne va pas te le louer. Ok. Et à chaque fois que tu vas vouloir louer un bien, si tu n'as pas tes 600 points ou si tu as quelque chose dans les criminal records, tu ne vas pas pouvoir te loger. Ok. Donc il y a un système qui a été mis en place par les États, donc par le gouvernement américain et par les États, c'est pouvoir loger tout le monde. Les gens ne vont pas vivre dans des tentes. Ceux qui ont un crédit score de 500 points parce qu'ils ont fait des bêtises, ou ceux qui ont un criminal record, ou ceux, ne serait-ce qu'un speeding ticket qui a mal tourné, Ok. il va falloir qu'ils se logent. Donc excès de vitesse qui a mal tourné, ça te... Je vais pas faire de commentaires sur ce sujet parce que c'est compliqué, il y a de la dérive. Oui. Il peut avoir... Ici, il y a des systèmes qui sont mis en place qui font que tout est dans les public records. Et s'il y a quelque chose dans les public records, tu ne vas pas pour louer ton bien. Ok. Donc ces gens-là doivent se loger. Et le système qui a été mis en place s'appelle Section 8. C'est comment loger toutes ces personnes qui ont un mauvais record, dont les propriétaires ne loueraient pas les biens si les loyers n'étaient pas garantis. Donc là, on garantit les loyers à la place du locataire, en lieu et place du locataire. Est-ce qu'on peut... Ça, c'est le système Section 8. Alors, évidemment, ces personnes-là sont des personnes compliquées. C'est souvent des familles monoparentales, Ouais. des personnes qui ont un historique quelquefois douteux, puisque ça peut être d'anciens criminels, ça peut être des personnes handicapées, qui n'ont pas la possibilité de travailler. Mhm. Donc c'est dans des quartiers souvent plus que modestes, voire des quartiers pauvres.
beaucoup d'investisseurs français ont posé leur dévolu sur les produits Section 8. Il faut savoir que c'est un très bon rapport locatif, ça gère différemment, il y a d'autres inconvénients, il y a d'autres mécanismes, on peut en parler. Et je peux te montrer un bien Section 8 si tu le souhaites. C'est ce que j'allais te demander. Je veux bien voir un bien Section 8 parce que tu l'as dit, c'est le prix du risque. Plus de risque, plus de rentabilité. Et ça m'intéresse aussi. Voilà. Alors, souvent un investisseur qui vient placer un peu d'argent, je conseille de diversifier ses investissements et de prendre pourquoi pas un bien Section 8. C'est plus risqué, mais bon, c'est plus important. On va voir ça? On y va. Allez. Tu montes avec moi? Ouais, je monte avec On toi. y va. Allez. Let's go. Alors Yann, tu m'as demandé de te montrer un bien en Section 8. Ouais. Donc voilà qui est fait. Donc d'abord le quartier est un quartier déjà différent. Oui. C'est un quartier plus pauvre, Beaucoup c'est plus un quartier pauvre, plus ouais. populaire, on le voit. Alors les Section 8 sur lesquels un investisseur peut poser son dévolu, c'est d'abord regarder la criminalité. C'est très important. Il faut acheter dans une zone verte, pas dans une zone A. Même une zone orange, à début de criminalité, ça se passe très mal, il y a des dealers, ou quand la maison n'est pas louée, Ouais. la maison va être visitée, etc., etc. Donc ça, c'est une partie très importante. C'est le cas pour cette maison. C'est une zone sans criminalité. Comme On va la d'hab voir. ici, tu trouves facilement les infos. Exactement. Ok, zone verte. Très important. Maintenant, en avant, je vais te montrer la maison. Alors, on est dans un quartier pauvre, mais par contre, on a quand même un produit. Je t'en prie. Merci. Ah, on a quand même un produit qui est Donc correct. un produit qui est fini, qui Ouais. est propre, avec la climatisation, avec une cuisine qui est quasiment neuve, qui est équipée, évidemment, comme aux États-Unis. C'est toi qui as rénové Avec- là? Alors cette maison a été rénovée, oui, Ouais. par notre équipe. Ouais. Ok. Et avec ici une salle de bain complète qui a le mérite d'exister, qui est pas mal, avec une deuxième chambre, donc c'est une maison de 2 chambres, 2 salles de bain, Les sols sont bien. qui va être louée en Section 8, Ok. 1500 $ par mois, l'investisseur a payé 160 000 $. Donc le rapport est très intéressant, on est entre 11 et 12% de rapport. Ok. Par contre, voilà, le locataire est parti, on a été obligé de garder son dépôt de garantie, on a refait une propreté, et c'est obligatoire dans toutes les Section 8. Donc en réalité, il y a de la vacancy, pourquoi? Parce qu'il y a un contrôle, l'État de Floride vient contrôler pour vérifier que la maison est aux normes, qu'il y ait bien un contrôle qu'il y ait bien des détecteurs de fumée, des extincteurs, etc. etc. Bon, des contrôles de base. Ouais, donc l'État te paye le loyer. Donc, en fait, Oui, le locataire, Section 8 ça passe pas par le verse- locataire. Hein. Non, Section 8 verse directement le loyer sur le compte du propriétaire. Ok, ok. C'est automatique, il n'y a rien à faire. En échange de ça, ton bien doit être checké par un inspecteur. Oui, tu vois, il est super. Là, il est nickel, Ouais, donc il est va vraiment bien. passer. Ouais, Et bien sûr, tu l'as dit, les locataires sont de moins bonne qualité, donc c'est très compliqué. au turnover, il faut refaire les biens. Il reste des fois plus d'1 an par contre. On a des Section 8 qui renouvellent chaque année, effectivement. En général, il y a une inspection chaque année. Ok. Et la personne qui a son coupon Section 8 doit fournir de nouveaux papiers pour que l'État de Floride puisse vérifier qu'il ne gagne pas 20 000 $ par mois, il est encore insolvable ou qu'il a encore besoin de l'appui de Section 8. Et puis ça continue. On a des locataires qui restent plusieurs années, 5, 6 ans, 7 ans. Ouais, donc un locataire qui reste 5, 6 ans, 7 ans, finalement, tu n'as pas besoin de refaire le bien. C'est vrai. Mais il y a beaucoup d'entretien. Ils vous appellent pour rien. La clim, Ouais. ils ne remplacent pas les fils de climatisation. Les toilettes sont souvent bouchées, etc. C'est un petit peu plus compliqué à peu gérer plus de gestion. qu'un bien traditionnel. Ok. Voilà. Ouais, Mais c'est un produit qui a le mérite d'exister, qui est bien. Il est propre, il est propre. Et bien géré. Si on va dans un quartier, tu vois, la maison n'a pas été visitée, le bien n'est pas encore loué, ça fait 1 mois et demi qu'il est vide, l'inspection va avoir lieu probablement la semaine prochaine. Ouais. Bon, il n'est pas visité, il n'a pas été cassé, donc très important. Dans une zone sans criminalité. Après, le reste, ça peut le faire. Ok. Mais c'est plus risqué. Donc moi, ce que je conseille, c'est de prendre une partie de son parc en Section 8 et une petite partie de son parc en Section 8 uniquement. Ouais, c'est de la diversification. Exactement. Ici, en plus, j'imagine que tu n'es quand même pas dans un quartier qui monte, les prix. La plus-value est quasi Ouais. inexistante. Quasi- On aura évidemment moins de plus-value ici qu'une maison à West Palm Beach dans une belle communauté ou à Fort Lauderdale comme on a vu. Ouais, j'imagine. Est-ce que au niveau des emplacements, c'est que en périphérique, tu as ce genre de quartier Alors, ou- oui, des Section 8, c'est Ouais. toujours dans les villes satellites des grosses communes, absolument. Ouais, et pas près de la mer. Absolument pas. Ok. Bon, bah écoute, c'est pas mal du tout. Je trouve ça intéressant pour de la diversification, en effet. Pour voir qu'on est dans un quartier qui est quand même plutôt pauvre et avec un bien qui est quand même garanti par l'État, je trouve pas ça déconnant. Enfin, le bien, il est propre, quoi. Le bien est propre.
La bâtisse est propre, La elle est bâtisse est solide, propre, il y la a un toiture a jardin. été refaite, les cuisines ont été refaites, les salles de bain ont été refaites. On utilise des matériaux solides parce qu'on veut que ça dure. Ouais. Voilà, donc et ça se loue. On a une demande énorme en Section 8. Ah Donc oui. trouver un locataire Section 8, c'est pas une difficulté. Ouais. Dès que l'annonce est publiée sur le site internet Section 8, on reçoit tout de suite un grand nombre de coups de fil de familles qui veulent se loger en Section 8. C'est eux Donc qui ça se doivent. loue très vite et très bien. Ils appellent directement, oui. Ok. Très vite et très bien. Avantage pour le propriétaire, pas de commission à payer, Ouais. parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ok. Nous, la commission, on ne la facture pas, donc c'est intéressant pour le client. Et deuxième avantage qui est très intéressant, c'est qu'il y a une très grosse demande de Section 8 et on peut souvent louer un peu au-dessus du prix du marché. Parce que le payeur ne connaît pas le prix du marché. Il donne un coupon à une famille d'une valeur de 1 700 $ et on a des coupons de personnes qui viennent nous voir d'une valeur supérieure au prix du marché. Donc on peut louer une Section 8 au-dessus du prix Tu du marché. ajustes ton loyer par rapport au coupon. Exactement. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que tu peux choisir ton locataire comme une location classique? Tu choisis ton locataire, Tu choisis. si ce n'est que tu sais que de toutes les façons, c'est un locataire compliqué, sinon on ne serait pas Section 8. Ok, faut qu'il soit éligible. Mais j'imagine que quand même, dans la location des gens éligibles Section 8, tu as quand même différents profils. Oui, mais après c'est à l'instinct. C'est à On ne va pas l'instinct. faire de background check parce que sinon on va avoir la migraine, Ouais, ok. on va avoir des choses qui ne sont pas intéressantes à voir. Ce sont des familles compliquées et voilà. Il faut faire confiance au coupon et prendre quand même son mois de dépôt de garantie payé par le locataire. D'accord. Parce que s'il ne paye pas son dépôt de garantie, c'est sûr qu'il va endommager la maison. Donc on lui prend son mois de dépôt de garantie, ça c'est aussi une règle chez nous. Ouais, ça oui. De toute façon, quand tu tiens les gens par Voilà. l'argent, en général, ça calme un peu les choses. Enfin, quoique, mais bon. Ok, bon. Pour moi, ce que je retiens, c'est que c'est de la diversification. Pure et dure. Absolument. Mais que Il ça ne faut pas peut faire être que du Section 8. Ouais. T'as des investisseurs qui font que ça existe ou pas? Je le déconseille, il y en a oui. Il y en a, ouais. Ceux qui font du Section 8, ils aiment jouer et ils aiment le risque. Est-ce que Ou alors ils ne sont pas vraiment au courant, parce qu'il y a des sociétés qui vendent que du Section 8. Ouais. Donc ils essaient de placer 2, 3, 4 biens, 10 biens Section 8 à leurs clients, évidemment. Moi, je ne ferais que de la diversification. Je ne conseillerais pas à quelqu'un de mettre 100% de son patrimoine en Section 8. Ouais, puis tu as aussi peut-être on a parlé du refinancement avec les banques, etc. C'est un bien qui prend moins de valeur, donc la banque refinance plus difficilement. C'est un bien qui ne va pas tellement s'apprécier comparé aux autres. On peut toujours refinancer ce type de bien, mais c'est souvent des biens à petit prix et obtenir un crédit inférieur à 100 000 $, ça ne sera pas évident. Ok. Donc refinancer un Section 8, c'est toujours possible, à condition que ça soit un Section 8 d'un certain prix. Une maison de 4 chambres, 5 chambres, placée dans une zone intéressante, proche des 200 000 $, on pourra la refinancer aussi. Ok. Et tu conseillerais plutôt d'attaquer avec des biens normaux, enfin normaux, entre guillemets, et ensuite des Section 8 dans ce Absolument. sens. Ok. Des biens normaux, entre guillemets, parce que ça reste Entre un bien guillemets, normal. bien sûr. Moi, je conseillerais d'abord d'investir dans des biens comme ceux qu'on a vus à Fort Lauderdale, famille, tranquille, père de famille, Ouais. avec un bon rapport locatif, et ensuite de diversifier derrière, de tourner autour. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Écoute, déjà je te remercie énormément pour le temps que tu nous as consacré, le temps que tu m'as consacré à cette émission. Beaucoup d'informations, j'ai appris plein de choses. Tu m'as donné envie d'investir, je t'avoue. Donc je pense qu'on va se revoir. On est là pour ça. Par contre, oui, j'imagine. Par contre, j'ai une chose, j'ai une tradition. Vas-y. Quand je vais quelque part, quand je vais rencontrer des gens, quand je vais rencontrer des investisseurs, je dois goûter les spécialités. OK. Alors aux États-Unis, qu'est-ce qu'on mange à Miami? Alors, aux États-Unis, c'est le hamburger, tu vois. Hamburger? Alors, si tu veux, je t'invite à manger un hamburger, mais comme Ouais. je suis végétarin, je mangerai les frites et je te laisserai la viande. Si Tu veux manges les bien. frites? Je mangerai les frites pour toi. Allez, je mange le hamburger. on y va Allez. Tu m'invites ou je t'invite? Allez, je t'invite. Non, je Merci t'invite. d'être venu jusqu'à moi. C'est moi qui t'invite. Allez, c'est parti. Et voilà, cette émission touche maintenant à sa fin. Si bien ça t'a motivé pour investir ici en Floride et que tu souhaites rentrer en contact direct avec Eric, tu trouveras un email dédié, mon contact dédié quelque part autour de cette vidéo. Envoie-moi un message, je te mettrai en contact direct avec Eric et je te réserve aussi une petite surprise. Et puis, si tu apprécies cette émission, merci d'apporter ton pouce à l'édifice pour nous soutenir. C'est important et je te dis à très bientôt dans une prochaine rencontre rentable. À plus!